Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros, l'émission qui commente, analyse et dénonce la montée de l'extrême droite en France et dans le monde, mais qui a toujours un petit train de retard, parce que putain, ça va vite là. On commence par le salut nazi? On va commencer, oui, par ça, oui, allons-y. Le 21 janvier, au lendemain de l'investiture de Donald Trump, c'est vrai que dans les médias français, on était un peu perdus. Est-ce qu'il fallait relever ce geste maladroit d'Elon Musk, ou est-ce qu'il valait mieux parler d'autre chose? Allez, au hasard, il en a retenu quoi de cette folle journée du 20 janvier, Guillaume Erner, l'animateur de la matinale de France Culture? Et je regardais hier la cérémonie d'investiture de Donald Trump, un spectacle étrange, un homme vaticinant derrière son pupitre avec une drôle de posture, vous savez, à moitié affalée. À ses côtés, Melania, son épouse, elle portait un étrange chapeau qui aurait très bien pu faire la couverture du Vogue en 1963. J'ai même compté quelques chapeaux de ce style dans l'assistance. Et c'est là qu'une évidence m'est apparue. La force de Trump, c'est ce chapeau, ces chapeaux, c'est la nostalgie, bien sûr. Oui, d'accord, mais on l'a vu, le salut nazi, il a eu lieu. Ah oui, on vous le remet, il n'y a vraiment aucun doute. Thank you. Alors il y en a qui ont dit que c'est parce qu'il était neurodivergent, il est maladroit, c'est parce qu'il a Asperger. Ah, c'est donc ça. Donc l'Allemagne de 33 à 45, elle a eu une grosse crise d'autisme en fait, c'est ça. Mais j'avais pas vu les choses comme ça. Ouais. Un spectre hante l'Occident, et non, je pense pas que ce soit le spectre autistique. On est en train d'assister au déploiement du fascisme dans la première puissance du monde. C'est une révolution dont on mesurera sans doute l'importance très vite, mais passé l'état de sidération, il faut voir tout ce que ça implique. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelles pourraient être les conséquences, surtout dans les médias et en Europe, de ce tournant historique. Bon, déjà, ce n'est pas une anomalie dans l'histoire des États-Unis. Les États-Unis, c'est pas que les burgers, l'économie de marché, la liberté. Les États-Unis, c'est un pays de colons, religieux, dont l'histoire a commencé par le génocide des Premières Nations, puis l'esclavage, puis la ségrégation, jusque dans les années 60. C'est le pays qui a balancé 2 bombes atomiques sur les Japonais, du napalm sur les Vietnamiens, qui a soutenu tous les coups d'État fascistes qui pouvaient faire tomber des régimes socialistes, a dévasté l'Afghanistan, l'Irak et combien d'autres pays du Sud, et qui a récemment fourni des armes et du soutien à son partenaire Israël en plein génocide. Et ça, c'est quand ils étaient de notre côté, c'est quand c'était les good guys. Et là, ils viennent de réélire un président d'extrême droite qui cette fois-ci est très préparé, très motivé, qui à peine élu a promulgué tout un tas de décrets complètement dingues, qui prévoient des pertes de droits pour certains groupes, des déportations de masse aidées par l'armée. Bref, le pays est en train d'être mis au pas. Et le soir de l'investiture, on a quoi? Un salut nazi. Ça peut pas être une coïncidence. Surtout de la part d'Elon Musk, qui s'est clairement mis au service de l'extrême droite et qui, de l'avis de beaucoup de spécialistes, a transformé son réseau social Twitter, rebaptisé X, en arme de guerre contre ceux qu'il appelle les woke. Et il semblerait, selon des analyses un peu empiriques, que les contenus qui sont poussés en avant sont des contenus qui génèrent en général des réactions beaucoup plus émotionnelles, oui, et qui penchent franchement à droite en fait. Donc au-delà de ce qu'il fait lui-même, en fait, il a véritablement, complètement, comme ça a été dit, transformé X sur une plateforme qui pousse en fait certains types de messages. Vous le savez, Elon Musk a largement financé la campagne de Trump et il va en être récompensé par un étrange poste de consultant. Maintenant que les MAGA ont vaincu l'État profond, Musk va pouvoir démanteler l'État tout court. J'ai eu de nombreuses conversations avec le président Trump qui est tout à fait d'accord pour dire que nous avons besoin d'une réforme gouvernementale importante. Nous devons faire en sorte que le gouvernement ne s'occupe plus de la vie des gens et faire en sorte que l'Amérique soit le pays de la liberté. C'est ce qui fait la grandeur de l'Amérique, le pays de la liberté et des opportunités. Avec des purges et des saignées, ils vont s'attaquer aux administrations, aux fonctionnaires, ce qui va avoir un double effet. Non seulement l'État va s'effacer laissant le champ libre aux entreprises, mais dans ce qu'il va rester d'État, l'administration Trump va placer un maximum de ses partisans, un maximum de gens qui auront prêté serment à Donald Trump. Fini les pouvoirs et les contre-pouvoirs, check and balances, tout ça c'est fini, ils veulent tout contrôler, ils vont tout contrôler, ils vont appeler ça la liberté. Et si on vous dit que ça c'est une rupture, une révolution, voire un putsch, c'est que normalement la démocratie c'est pas tout à fait ça aux États-Unis. La démocratie repose sur un idéal fondamental. Une personne, une voix. Autrement dit, le peuple est souverain. Un jeu complexe de contrôle et de contrepoids comprenant les systèmes judiciaires et parlementaires, les élections, les partis et une presse libre et indépendante. Tout cela pour qu'aucun groupe au sein de la société ne gagne trop en influence et ne prenne le pouvoir au sein de l'État. Reste à savoir si ce savant partage des pouvoirs peut encore fonctionner quand une poignée de citoyens concentre une grande partie des richesses.
Tous les contre-pouvoirs qui avaient gêné Trump pendant son premier mandat vont cette fois-ci être défoncés systématiquement, à commencer par la presse. Eh bien oui, et nous ce qui nous intéresse ici ce sont les médias, vous le savez, l'espace public. Et cette fascisation des États-Unis, elle s'accompagne d'une mise au pas des médias. Et particulièrement des réseaux sociaux avec la complicité des géants de la tech. Lors de cette élection, Musk est clairement celui qui a le plus pris parti. Mais les autres milliardaires ont cette fois-ci eu peur de s'engager contre Trump. Jeff Bezos a par exemple interdit au Washington Post de se prononcer pour Kamala Harris, ce que la rédaction avait pourtant l'intention de faire. Cette décision de l'actionnaire a provoqué des démissions dans ce titre historique de la presse états-unienne, ainsi qu'une vague de désabonnements sans précédent. Et comme Jeff Bezos, d'autres géants de la tech ont senti le vent tourner et ont décidé de rentrer dans le rang. La campagne de Joe Biden était catastrophique, et celle de Kamala Harris ensuite n'a pas été beaucoup plus convaincante. Les États-Unis allaient basculer, et ils le sentaient bien. Écoutez ce que disait déjà Zuckerberg juste après la tentative d'assassinat de Trump. À ce moment-là, les MAGA n'avaient pas encore gagné. Yeah, I mean, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. And I think, look, at some level as an American, it's like hard to not get kind of emotional about that spirit and that fight. And I think that's why a lot of people like the guy. Et après l'élection, qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens ? Eh bien, ils ont fait serment d'allégeance à Trump. Voilà. Ce que Musk avait fait avec son réseau social, ils allaient faire pareil avec les leurs. Fini la modération. Sur les réseaux de Meta, d'Amazon et de Google, on va changer de politique. Il y a 4 ans, après la tentative de coup d'État du 6 janvier, l'attaque du Capitole, des mesures avaient été prises sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, pour limiter la propagation des discours complotistes. Des discours de haine qui avaient contribué à alimenter la colère de cette foule radicalisée qui, ce jour-là, a bien failli empêcher l'investiture de Biden. Cette foule qui s'était répandue dans un lieu sacré de la démocratie états-unienne au cri de « Pendez Mike Pence » ou « Tuez Nancy Pelosi ». Le bilan de cette journée, c'était 5 morts et des centaines d'arrestations. Alors oui, après ça, les GAFAM, ils ont dû modérer un peu. Ils ont dû faire du fact-checking, ils ont dû fermer les comptes des soutiens les plus virulents de Trump, Trump qui à ce moment-là était poursuivi par la justice. Mais le 20 janvier 2025, ils étaient là, dans ce même Capitole, avec Trump. Et pour pouvoir être là, alors que le candidat républicain avait menacé quelques mois plus tôt, par exemple, de jeter Zuckerberg en prison, ils avaient dû faire quelques efforts, quelques promesses. Tous les géants de la tech sont désormais au service du mouvement MAGA et des idées de Trump. Leur retournement est aussi spectaculaire que pathétique. Je pense qu'aujourd'hui, la culture d'entreprise est plutôt culturellement émasculée. Mais je pense qu'avoir une culture plus masculine qui célèbre l'agressivité mérite d'exister. Trump avait promis la prison à Zuckerberg, mais aussi à pas mal de monde d'ailleurs, notamment à des journalistes. Il compte bien s'en prendre à tous ceux qui lui ont résisté. Et il compte bien entendu, comme l'extrême droite chez nous, démanteler les chaînes publiques pour les offrir à ses amis capitalistes. L'espace public est dérégulé, mais en fait il est surtout verrouillé et il va radicalement se transformer dans les mois à venir. Vous n'avez pas idée de ce qui va se déverser sur les chaînes et sur les réseaux. Une fake news, un deepfake, de la rumeur, de la décontextualisation, peu importe, en fait, ce sont des stratégies d'encerclement cognitif et en fait un refaçonnage d'une certaine façon des opinions publiques et de l'agenda médiatique, peu importe la question de la vérité, elle ne compte plus, ou plus exactement du régime de vérité qui est en train d'être refaçonné. Ça c'est très important à comprendre. Bon, mais nous on est en Europe, on va être protégés, non ? Nous on a le DSA, Digital Service Act. C'est un règlement communautaire pour contraindre les géants de la tech à respecter quelques règles en vigueur dans le débat public européen. Oui, parce que nous on n'est pas encore tous nazis, donc un peu de respect s'il vous plaît. Oui, nous on modère, on protège un peu, on ne tolère pas les appels à la haine. Et grâce au DSA, on peut même tenir responsables les plateformes des débordements. On peut même leur infliger de grosses amendes. Ouh là là, oui, attention, hein, on le fait pas encore, mais on pourrait le faire. Et maintenant que les géants de la tech se sont entendus avec Trump, il se pourrait que ces dispositions soient sévèrement attaquées par les patrons de ces réseaux sociaux dont nous nous servons tous les jours. En tout cas, le bras de fer est engagé. Il est violemment anti-woke, donc il a un agenda politique, mais il a surtout un agenda économique. Il ne faut pas que l'Europe, qui est la seule structure qui pour l'instant puisse s'opposer aux géants du numérique, puisse le faire. Face à ces géants et leurs réseaux, on n'a pas de plateforme alternative, on n'a pas de Facebook européen, on n'a pas de Twitter européen, on est vulnérable. Sur Internet, nous ne possédons pas les lieux du débat public, c'est quand même très gênant. Donc pour certains spécialistes, nous sommes presque une colonie numérique des États-Unis. Et même avec le Digital Service Act, on est quand même dans une situation très délicate. Voilà 10 ans, si on nous avait dit que le propriétaire d'un des plus grands réseaux sociaux du monde soutiendrait une nouvelle internationale réactionnaire et interviendrait directement dans les élections, y compris en Allemagne, qui l'aurait imaginé ? C'est le monde dans lequel nous vivons
et dans lequel nous avons à faire de la diplomatie. Qui aurait pu prédire que Trump était un fasciste ou qu'Elon Musk allait relancer la mode du salut romain? En France, Macron pensait pouvoir vivre avec l'extrême droite. Une Marine Le Pen incompétente, un Éric Zemmour fou furieux, un ou deux milliardaires un peu remontés, pour lui ça se gérait. Il pensait pouvoir charmer valeurs actuelles, il pensait pouvoir amadouer encore quelques temps les uns et les autres. D'ailleurs, lui-même n'est pas si éloigné de leurs idées. Selon le journal Le Monde, il est même capable d'employer le terme « rabzouz ». À son ministre de la Santé, il aurait dit en 2023 que « Le problème des urgences dans ce pays, c'est que c'est rempli de mamadou ». Il n'a pas peur de nommer des gens comme Darmanin ou Retailleau, faire voter des lois immigration ou séparatisme. Bref, il n'a pas peur d'aller sur le terrain de l'extrême droite, dont il dit lui-même que c'est son préféré. Mais là, Macron et les autres libéraux européens, ils vont devoir trouver une réponse à une menace d'extrême droite qui vient de l'extérieur. Quand Poutine a traité l'Union européenne en ennemi, on a réagi. On a renvoyé des diplomates, on a bloqué des actifs d'oligarques, on a fermé la chaîne RT France. Oui, mais là, c'est les États-Unis, c'est nos amis. Eh ben non, c'est plus nos amis. Même que quand on est aux États-Unis, l'Europe, c'est trop socialiste, trop bureaucratique, trop de régulation qui tue l'innovation. C'est un ectoplasme qui est un ennemi pour ces grands groupes. L'Europe, c'est un marché extraordinaire. Les Européens sont nombreux et riches. Les États-Unis et leurs GAFAM font de l'argent en Europe, beaucoup d'argent. Et ils sont de moins en moins disposés à nous laisser nous défendre, à ce qu'on régule, à ce qu'on taxe. Et pour mener cette bataille qui est économique, au fond, l'administration Trump va s'engager dans un combat idéologique et politique sans précédent. Elon Musk est-il un agent du chaos en Europe? L'homme le plus riche du monde s'immisce dans la politique européenne et déroule le tapis rouge à l'extrême droite sur sa plateforme X. En Europe, Musk et Trump ont des alliés, ils ont des soutiens. Mélanie, bien sûr, mais aussi toute l'extrême droite française et particulièrement Sarah Knafo et Éric Zemmour, qui sont tout à fait disposés à accueillir avec enthousiasme ce vent de fraîcheur. Ce vent de liberté qui se lève un peu partout dans le monde occidental, qui est symbolisé aujourd'hui par Donald Trump, par Elon Musk à ses côtés. Du côté du RN, après avoir été farouchement pro-russe, après avoir timidement soutenu Trump en 2024, là ça y est, on a fait la bascule, on est 100% US. La dérégulation des réseaux sociaux à la Elon Musk, ça leur parle. Ah bah oui, parce qu'on n'avait plus le droit d'être raciste, on n'avait plus le droit de dire des trucs sur les noirs, les arabes, les personnes trans et tout. Il y en avait marre de toute cette censure. C'est pas qu'ils sont racistes, c'est qu'ils veulent pouvoir avoir la liberté de le dire. Ce qui est important, c'est la liberté. Et ils adorent la liberté, d'être racistes notamment. Parce qu'il y en a marre de toute cette bien-pensance. Elle témoigne chez une partie des élites occidentales d'une intolérance profonde pour la véritable liberté. La liberté d'expression dont chacun peut user dans les limites définies par la loi. Sans la liberté d'expression, c'est tout l'esprit occidental qui s'éteint et ce sont nos démocraties qui se fragilisent. Marine Le Pen a toujours milité pour un Internet quasi libertarien, avec le moins de règles possibles, contre la levée de l'anonymat en ligne, contre toute forme de censure, même sur les contenus illégaux. Depuis les débuts d'Internet, le FN encourage la contre-culture du web, nourrie de la parole débridée de ses sympathisants. Et oui, en France, la liberté d'expression a historiquement des limites. On ne peut pas diffamer, on ne peut pas mentir, on ne peut pas harceler, on ne peut pas appeler à la haine. Et donc quand l'extrême droite revendique sa liberté, c'est ça qu'elle revendique. Le droit d'harceler, le droit d'insulter, le droit d'appeler à la haine, le droit de dire tout et n'importe quoi. C'est ça qu'elle veut. L'extrême droite que vous êtes, tout le monde chez vous est d'extrême droite, dès qu'on n'est pas de votre... je vais dire que les camps nazis n'ont pas existé. Je vais dire qu'Auschwitz, c'est du flanc. La liberté au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut en placer une? Est-ce qu'on peut dire n'importe quoi? Non. Donc soyez sûr d'une chose, tous les médias d'extrême droite vont s'aligner et taper, pas seulement sur la gauche, mais aussi sur Macron, parce que la victoire de Trump et le bouleversement en cours aux États-Unis, ça va les galvaniser. Ils vont pester contre l'Arcom, contre le Conseil constitutionnel, contre l'Union européenne évidemment et toute forme de régulation, contre le Digital Service Act évidemment. C'est peut-être même une des conditions qui va leur être imposée s'ils veulent rentrer dans les bonnes grâces de leur nouveau maître nord-américain. Parce qu'attention, ils n'attendent que ça. Je serai avec Elon Musk le 18 février. Hein? Ah ouais? Oui, le 18 février. Il vient ici? Elon Musk et Donald Trump. Non, je pars. Je pars aux États-Unis. Pour l'instant, les Zemmour et les Hanouna, Musk, il les calcule pas trop. Mais on sait jamais, ça peut changer. Quand on sait ce que Cyril Hanouna est capable de faire au trou de balle d'un chien avec sa bouche, imaginez ce qu'il peut faire aux pompes de Musk. Et oui, mais pour l'instant, Musk, il est focus sur d'autres pays. D'abord en croisade pour faire élire Donald Trump à la Maison-Blanche, le milliardaire s'immisce désormais dans la politique intérieure de plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni et l'Allemagne, note El País. S'il y défend une idéologie personnelle, le quotidien suisse Le Temps rappelle que l'homme d'affaires a aussi de nombreux intérêts économiques à protéger. Au Royaume-Uni, Musk s'attaque frontalement au Premier ministre. Rien que ça.
Il a fait un sondage pour savoir si les internautes étaient pour le fait que les États-Unis viennent libérer le peuple britannique du gouvernement tyrannique britannique. On le voit, ça part un peu dans tous les sens. Il demande également la libération de Tommy Robinson, un militant d'extrême droite. Tommy Robinson est un militant fasciste de premier plan dans ce pays qui a connu cet été des émeutes racistes qu'on a bien vite oubliées ici en France, mais qui avaient choqué le pays. C'est là-dessus que Musk appuie, sur les tensions raciales. C'est comme ça qu'il entend déstabiliser la classe politique anglaise. En Allemagne, il soutient bien entendu l'AfD, Alternative für Deutschland, un parti si nostalgique du Troisième Reich qu'il est suivi de très près par la police fédérale et que même le RN a du mal à soutenir publiquement. Je voudrais commencer par remercier Elon Musk, grâce à qui cette conférence est retransmise dans le monde entier. Des nazis en Allemagne? Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer, franchement? Alors non, parce que selon Elon Musk et Alice Weidel, en fait, les nazis, c'était des socialistes. Ils l'ont dit dans un space Twitter qu'ils ont fait ensemble. Ah, ok. Cette femme, cette patronne de l'AfD, a pu y dérouler de nombreuses contre-vérités, son discours sans jamais être contredite, allant même jusqu'à dire qu'Hitler était socialiste. À l'époque, pendant le Troisième Reich, les nationaux-socialistes, comme le dit le mot, étaient socialistes. Oui, tout à fait. Ils ont nationalisé les industries comme des fous. Oui, absolument. Il était communiste et se considérait comme socialiste. Et Alice Weidel, qu'on vient d'entendre, son propre grand-père était nazi, il était juge sous le Troisième Reich, et sa grand-mère avait elle aussi la carte du parti nazi. Donc autant te dire qu'elle s'y connaît en nazi, que c'est pas n'importe quoi ce qu'elle raconte quand elle dit qu'ils étaient socialistes. C'est une experte. Mais alors, du coup, pendant le meeting, Elon Musk, il a fait un salut socialiste. Ah, c'est presque un camarade, en fait. Quasiment. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien de temps on a devant nous avant que Musk entreprenne de déstabiliser aussi la France? Après avoir pourri Scholz et Starmer, va-t-il s'en prendre à Macron et Bayrou? Ce n'est certainement qu'une question de temps. Et autre question, si on n'a aucun mal à anticiper la réaction des milliardaires d'extrême droite comme Bolloré ou Sterrin, comment vont réagir les autres? Les Martin Bouygues, les Rodolphe Saadé, les Bernard Arnault, les Xavier Niel? Mathieu Pigasse, autre grand propriétaire de médias en France, s'est positionné il y a peu et il a déclaré sur X: les dernières élections, aux États-Unis comme en Europe, ne sont qu'un énième soubresaut d'une tendance longue qui nous conduit droit à la fin de la démocratie. Le patron de Radio Nova, qui a vu ses audiences exploser avec l'arrivée sur son antenne de Guillaume Meurice et sa bande, dit qu'il entend mener la bataille contre ce qu'il appelle l'international de la droite radicale et ses chiens de garde médiatiques. Ah voilà, on en est là, on doit deviner, on doit sonder, on doit attendre qu'il y ait des gentils milliardaires et se demander ce que vont faire les autres. On est là, le destin de la presse en France, le destin de la vie démocratique de ce pays est suspendu à la décision de quelques riches, comme ça. Voilà, on vous avait dit que c'était dangereux comme situation. Parce que dans ce paysage, Mathieu Pigasse, il fait figure d'exception. Mais le plus puissant de tous, Bernard Arnault, vous savez ce qu'il faisait le jour de l'investiture de Donald Trump ? Eh ben, il était à Washington, aux premières loges. Le Monde nous explique même qu'il connaît Trump depuis les années 80. Il s'était déjà arrangé avec lui lors de son précédent mandat pour échapper aux taxes sur son champagne. Arnault a de nombreux intérêts aux États-Unis et pourrait cette fois-ci encore ne pas être concerné par les menaces proférées par Trump contre les entreprises européennes. L'article de Juliette Garnier s'achève ainsi. En écoutant M. Trump esquisser son programme, M. Arnault devait probablement être moins inquiet que ses concurrents européens. Le groupe dispose de 3 usines Louis Vuitton aux États-Unis pour approvisionner son réseau d'une centaine de boutiques exploitées dans le pays. Voilà entre les mains de qui on a laissé la presse française, à des gens qui sont aujourd'hui devant un dilemme. Est-ce qu'ils vont se mettre au diapason de ce vent nouveau qui souffle depuis les States, ou est-ce qu'ils vont rester fidèles à l'Union européenne, à ses valeurs, à sa conception de l'état de droit et de la démocratie? Si par exemple Bernard Arnault préfère le modèle américain, il peut parfaitement lâcher Macron et à ce moment-là mettre toute sa presse au service de l'extrême droite. Et ça peut prendre peu de temps. Et surtout, est-ce qu'il serait pas temps que cette presse elle-même et sa concentration soient sévèrement encadrées et régulées? Pour les libéraux européens, pour les politiques, ça pourrait devenir une urgence en fait. Parce que les milliardaires, c'est pas forcément des alliés fiables. Ils vont là où leurs intérêts les portent. Et oui, demandez aux démocrates américains. Ce qui vient de se passer aux États-Unis, c'est un bouleversement dont on mesure à peine l'ampleur. Ça n'a rien à voir avec le premier mandat de Trump, et particulièrement pour ce qui est du champ médiatique. L'alignement de Bezos et Zuckerberg, c'est un signal hyper fort. Ils s'alignent comme s'il n'y aurait plus jamais d'alternance, comme si les démocrates n'allaient jamais revenir au pouvoir. Et en fait, ils vont probablement tout faire pour que ce soit le cas, en utilisant toute leur puissance, toute leur fortune, tous leurs médias et toutes leurs plateformes. Ils vont tout verrouiller.
Alors, est-ce que l'effondrement de la démocratie américaine au profit d'une clique de technofascistes va être une leçon pour l'Union européenne? Ou est-ce qu'on va nous aussi se coucher face à cette sinistre broligarchie? Notre extrême droite, en tout cas, elle, n'attend que ça. 2025 va être une année charnière pour l'état de droit, pour la liberté de la presse, pour la démocratie. Et je vous jure qu'on n'est pas alarmiste, hein, mais de toute façon, tout est là, tout est sous nos yeux. Même les saluts nazis, franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Même les saluts nazis. Voilà, nous on se retrouve dans 2 semaines. Et si vous n'êtes pas nazi, bah, n'hésitez pas à soutenir la presse indépendante, il reste plus que ça. Oui, parce que sinon il faut compter sur les milliardaires. Et alors là, hein, peut-être qu'il est sympa Mathieu Pigasse, mais Xavier Niel, tiens, on n'en a pas parlé. Il a peut-être filé 5000 balles au Stream for Humanity, mais vous savez où elle était, sa femme? Le 20 janvier, elle était à l'investiture de Trump parce que c'est la fille à Bernard Arnault. Donc le jour où ils vont se retourner tous ensemble, ceux-là. Donc filez-nous du pognon à nous. Merci. Ça ramène à chaque